Il y a des noms dont l'histoire se souvient très clairement. Himmler, Heydrich, Eichmann. Ce sont des noms qui se sont gravés dans la conscience collective comme synonymes de l'horreur absolue. Et puis il y a Ernst Kaltenbrunner. Il mesurait près de 2 mètres. Son visage était sillonné de profondes cicatrices. Il arrivait aux réunions avec l'haleine chargée d'alcool et le poids de millions de morts sur la conscience. Lors des procès de Nuremberg, l'écrivain Evelyn Waugh l'observa depuis la tribune du public et nota dans son journal que, parmi tous les accusés, seul Kaltenbrunner avait l'allure d'un criminel incontestable. Fait numéro 1. Il est né au cœur même du pangermanisme autrichien, dans une famille où l'antisémitisme allait de soi à table. Le 4 octobre 1903, à Ried im Innkreis, une ville de province du nord de l'Autriche située sur les rives de l'Inn, naquit Ernst Kaltenbrunner. Cette date est un détail que le hasard de l'histoire a rendu ironique. Ried im Innkreis est le même district qui, à peine 14 ans plus tôt, avait donné au monde Adolf Hitler, né dans la ville voisine de Braunau am Inn. Il ne faut pas se laisser tromper par la sonorité paisible du nom de cette localité. Ried im Innkreis était, au début du XXe siècle, l'une de ces communes de la classe moyenne autrichienne où le nationalisme pangermanique n'était pas une position politique radicale, mais presque l'air que l'on respirait. L'empire des Habsbourg, multinational et multiethnique, se désintégrait lentement sous le poids de ses propres contradictions. Et dans cette fragmentation, les Allemands d'Autriche voyaient une menace existentielle, la dissolution de leur identité dans un marmanium de Tchèques, de Slovaques, de Slovènes, de Polonais et de Hongrois qui revendiquaient les mêmes droits, les mêmes emplois, les mêmes écoles. Le père d'Ernst, Hugo Kaltenbrunner, était avocat. Un homme cultivé, de bonnes conditions sociales, qui allait finir par exercer dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Linz. Hugo avait fait partie des fraternités universitaires, les Burschenschaften, ces associations étudiantes qui fusionnaient le duel au sabre, l'alcool distillé et l'idéologie pangermanique en une identité tribale unique. Comme beaucoup de ses contemporains et de sa classe sociale, il n'abandonna jamais cette mentalité. Même s'il adoucit avec le temps ses méthodes et modéra son langage, il ne renonça jamais à la conviction que l'Autriche devait rejoindre le Reich allemand, et que les Juifs, bien qu'il pût entretenir des relations commerciales parfaitement cordiales avec certains d'entre eux, constituaient collectivement un corps étranger dans l'organisme national. Cet antisémitisme d'Hugo Kaltenbrunner n'était ni violent ni viscéral dans son expression au sein du foyer. Il s'agissait de quelque chose de peut-être plus dangereux, l'aversion abstraite, intellectualisée, qui transforme un groupe humain en concept avant d'en faire une cible. D'après les souvenirs de Werner Kaltenbrunner, le frère cadet d'Ernst, qui des années plus tard témoignerait auprès d'historiens, leur père refusait toute relation sociale avec les Juifs malgré ses relations d'affaires. Et ce rejet, transmis sans l'adoucissement apporté par de véritables contacts humains, fut hérité par Ernst sous la forme d'une pure abstraction, le judaïsme comme ennemi sans visage, comme menace sans nom propre. Ernst était l'aîné. Il grandit dans cet environnement, imprégné de ses idées comme s'il s'agissait de lois naturelles, tout comme on respire l'oxygène sans se demander d'où il vient. La famille a passé ses premières années à Raab, l'actuel Aschach an der Steyr, un petit village au sud de Linz où Hugo Kaltenbrunner exerçait son premier cabinet d'avocat. Le village comptait peut-être quelques centaines d'habitants. Il y avait une église, une brasserie locale, un théâtre amateur. Il y avait la forêt de Hannerlholz où les enfants Kaltenbrunner chassaient les serpents, cueillaient des fraises et des champignons sauvages et construisaient leur première cosmologie personnelle parmi les arbres. Ernst se souviendra de Raab des décennies plus tard depuis sa cellule à Nuremberg comme du paradis de son enfance. Un lieu idyllique d'harmonie rurale où le médecin du village et le paysan le plus humble cohabitaient dans une hiérarchie naturelle parfaite. Un lieu sans conflit de classe, sans modernité perturbatrice, sans influences étrangères. Dans sa lettre à ses enfants, il écrivait avec une tendresse véritablement troublante au sujet des parents pauvres qui se demandaient à voix basse s'ils pouvaient s'offrir un pichet de bière pour le dîner, sur les mères qui ne manquèrent pas un jour de travail au champ plus d'un jour après avoir accouché, sur les personnes âgées qui préparaient de leurs propres mains les planches de leur cercueil tout en affûtant leurs faux et en demandant au voisin s'il avait lui aussi du bois sec.
Ce que Kaltenbrunner appelait les années les plus heureuses de ma vie constituait en réalité le terreau idéal pour forger l'un des plus grands criminels du XXe siècle. Non pas parce que Raab était un endroit particulièrement mauvais, mais parce que l'esprit de l'enfant Ernst avait transformé ce passé rural en un mythe. Et c'est sur ce mythe, la communauté organique, pure, enracinée dans la terre, sans divisions artificielles, sans étrangers, qu'il allait construire tout son système idéologique. Tout ce qui allait suivre, les duels universitaires, les fraternités, les SS, la Gestapo, les ordres de déportation, n'était dans son esprit qu'une défense de ce Raab imaginaire contre les forces qui voulaient le détruire. Ce fut la première étape, et peut-être la plus décisive, dans la formation d'un criminel d'État. Fait numéro 2. Son père l'expulsa de l'autel de l'église alors qu'il était encore enfant, et ce rejet précoce du catholicisme marqua sa future carrière de persécuteur du clergé. À l'âge de 7 ou 8 ans, le petit Ernst commença à servir comme enfant de chœur à l'école primaire de Raab. Il aimait la solennité du rituel, l'odeur de l'encens, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. Dans les souvenirs qu'il écrira depuis Nuremberg, cet épisode dégage une note d'authenticité qui laisse penser que cette expérience fut véritablement importante pour l'enfant. C'était un monde ordonné, hiérarchisé, avec des règles claires, et une communauté qui le reconnaissait et lui attribuait un rôle. Mais lorsque Hugo Kaltenbrunner apprit que son fils servait la messe, il réagit avec une fureur qui dut être terrifiante pour un enfant de cet âge. Les Kaltenbrunner étaient anticléricaux, au sens le plus profond du terme. Pour eux, l'Église catholique était le bras idéologique de l'Empire qui empêchait l'unification avec l'Allemagne, l'allié des Habsbourg, l'ennemi intérieur du pangermanisme. Les prêtres qui envoyaient leurs paroissiens prier pour l'empereur et prêchaient contre l'union avec le Reich protestant du Nord étaient, selon la logique d'Hugo Kaltenbrunner, autant d'ennemis de l'Allemagne que n'importe quel homme politique tchèque ou n'importe quel banquier juif. Ernst fut démis de ses fonctions. Au début, il continua en secret, incapable de comprendre la fureur paternelle. Mais avec le temps, comme il l'écrira des décennies plus tard, il intériorisa le message. Les prêtres, écrivit-il, ne pouvaient pas m'en dire plus que ce que je pouvais déjà déchiffrer par moi-même. Et la vision du monde que j'ai construite au fil des ans ne vient pas d'eux. Cette exclusion précoce du catholicisme eut des conséquences qui s'étendraient sur plusieurs décennies. Lorsque Kaltenbrunner devint chef du RSHA en 1943, il hérita d'une organisation dotée d'une infrastructure complète de surveillance du clergé. La Gestapo surveillait les sermons, les imprimés religieux étaient censurés, les prêtres qui s'élevaient depuis la chaire contre les politiques du régime étaient arrêtés, envoyés dans des camps de concentration ou directement exécutés. Kaltenbrunner n'éprouvait pas la phobie viscérale de Heydrich envers le catholicisme, mais il n'hésita pas non plus à interdire la prédication aux prêtres défaitistes en 1944 et 1945, ni à soutenir la suppression des enquêtes menées par le juge SS Konrad Morgen lorsque celle-ci se rapprochait des cellules de la Gestapo. Ce qu'il avait appris de son père arabe, c'était que l'Église constituait un obstacle à l'idéal de la communauté raciale et que cet obstacle devait être surmonté. La manière exacte d'y parvenir n'était qu'un détail technique. Fait numéro 3. Il a étudié au Real Gymnasium de Linz, dans le même établissement qui avait forgé les premières convictions politiques d'Adolf Hitler, et a rejoint une fraternité étudiante à orientation pangermanique et anticléricale. En septembre 1913, à l'âge de 10 ans, Ernst Kaltenbrunner quitta Raab pour toujours. Son père avait décidé qu'il devait suivre une formation technique à Linz, séduit par l'intérêt que le garçon portait aux machines de la forge et de la brasserie locale. Il s'installa dans une pension tenue par la veuve de l'avocat Bertha Katzer, dont Ernst se souviendra dans sa lettre de Nuremberg comme d'une femme excessivement stricte et mesquine. Le Real Gymnasium de Linz était le même type d'établissement secondaire où, 15 ans plus tôt, le jeune Adolf Hitler avait forgé ses propres convictions pangermaniques. Hitler rendrait hommage dans Mein Kampf à son professeur d'histoire, un certain Leopold Putsch, pour avoir exposé avec passion l'histoire allemande face aux machinations anti-allemandes des Habsbourg. Dans ce climat de la fin de l'Empire agonisant, la ferveur nationaliste n'était pas l'exception, mais la tonalité émotionnelle dominante. Kaltenbrunner n'était pas un élève brillant,
Son professeur de l'époque, le docteur Ernst Koref, qui, des décennies plus tard, reconnaîtra avec gratitude que Kaltenbrunner, désormais tout-puissant, l'avait sauvé d'un internement à Dachau bien qu'il fût à moitié juif, se souviendrait de lui comme d'un garçon sans traits particulièrement marquant, généralement aimable et bien élevé, doté d'une certaine conscience de soi dans laquelle son apparence séduisante jouait sans doute un rôle. Un camarade de pension, en revanche, en dressait un portrait différent. Lorsqu'on en arrivait au point où l'on croyait l'avoir convaincu, il devenait obstiné et imperméable à la raison. Au Realgymnasium, Kaltenbrunner rejoignit la Penneburschenschaft Hohenstaufen, une association étudiante calquée sur les fraternités universitaires pangermaniques. La Hohenstaufen, ainsi nommée d'après la dynastie médiévale qui avait tenté de créer un grand empire allemand unifié, avait une orientation clairement anticléricale et pangermane, et ses membres dirigeaient leur énergie et leur hostilité tout particulièrement contre les organisations étudiantes catholiques rivales. C'était la première communauté organisée à laquelle Ernst Kaltenbrunner appartenait de son plein gré, en dehors de sa famille. Elle lui apportait ce qu'il avait perdu en quittant Raab, un cercle de fidèles, une identité, un ennemi commun contre lequel affirmer cette identité. Il avait 13 ans, et il pratiquait déjà la politique comme une forme de guerre. Fait numéro 4. Sa vie à l'université de Graz fut un cycle de dettes, de duels et de racisme organisé qu'il dirigeait lui-même depuis ses postes de direction étudiante. À l'automne 1921, Kaltenbrunner arriva à l'université technique de Graz à l'âge de 18 ans, avec du moins en théorie l'ambition de devenir ingénieur. Il y découvrit cependant l'Arminia, l'une des fraternités les plus virulentes et les plus actives politiquement du milieu universitaire autrichien. L'Arminia était une Burschenschaft, une confrérie universitaire pratiquant le duel. Ses principes étaient ceux du mouvement pangermain de la génération précédente, mais portés à un niveau d'intensité inédit par le traumatisme de la défaite de la Première Guerre mondiale et l'humiliation des traités de paix. Ses membres s'identifiaient à l'aristocratie de la race, l'étudiant universitaire en tant que gardien de la culture allemande, et exprimait cette identification à travers un rituel élaboré comprenant des chants, des mots de passe secrets, des surnoms tirés de la mythologie nordique et le duel au sabre comme rite d'initiation. Kaltenbrunner n'était pas un étudiant brillant. Il passa de la chimie au droit au bout de 2 ans, soi-disant par manque de moyens, bien que son frère Werner en ait donné une version plus honnête. Ernst avait découvert que la chimie exigeait trop de discipline pour qu'il puisse concilier ses activités extrascolaires, tandis que le droit en Autriche était traditionnellement plus souple quant au temps consacré par les étudiants à leurs études. Ce qu'il était, sans aucun doute, c'était un duelliste de renom. Dans le jargon de la fraternité, il était une Verlässliche Partie, un partenaire fiable pour le duel, en raison de son attitude ferme et de son courage téméraire au sabre. La Mansur, ce duel universitaire au sabre à lame courte et sans protection faciale, était considéré dans le milieu des Burschenschaften comme une épreuve de caractère et de bravoure. Les cicatrices qu'elle laissait, les Schmiss, étaient des marques d'honneur social, des signes visibles que celui qui les portait avait fait preuve de courage. Pendant ces années à Graz, Kaltenbrunner s'est endetté de manière chronique. Son allocation mensuelle de 200 shillings autrichiens, environ $40 de l'époque, une somme respectable, disparaissait sans cesse. À plusieurs reprises, il dut emprunter de l'argent à son frère Werner, qui était venu étudier le droit dans la même université à l'automne 1923. Kaltenbrunner père s'irritait de cette irresponsabilité, mais la mère d'Ernst, Theresia, qui avait un faible pour son aîné, envoyait souvent de petites sommes supplémentaires pour couvrir ses dettes. Sa vie sociale comprenait plusieurs petites amies et au moins une relation de longue durée avec une femme divorcée, ce qui fit froncer les sourcils parmi ses frères de fraternité. Il buvait sans modération, il participait aux bagarres sauvages dans lesquelles dégénéraient les discussions politiques dans les chambres de la pension. Mais ce qui le distinguait des autres jeunes universitaires turbulents, c'était la froideur idéologique qui opérait sous le chaos personnel. Tout en accumulant dettes et querelles, il gravissait méthodiquement les échelons des structures organisationnelles du mouvement étudiant pangermain. Il fut secrétaire de la Vertreterbesprechung de Graz, le conseil représentant toutes les fraternités en deuil auprès de l'université.
Il représenta Graz au comité des statuts de la Deutsche Burschenschaft nationale. Il fut pendant 2 ans président du comité de la section de Graz du Deutscher Burschenbund. À ces postes, il a organisé des campagnes de haine contre les étudiants juifs, socialistes, catholiques et slaves. Il les a coordonnés avec la précision de quelqu'un qui pensait déjà en termes de pouvoir institutionnel et non plus de passion individuelle. Il avait entre 19 et 25 ans. Il était déjà un organisateur de persécutions. Fait numéro 5. Il a organisé le siège physique d'amphithéâtres universitaires afin d'en bloquer l'accès aux étudiants juifs, et le recteur lui-même a participé à la manifestation de protestation. L'automne 1923 fut marqué, à l'université de Graz, par un incident qui galvanisa le mouvement étudiant pan-germain. Un conférencier universitaire aurait été insulté par un groupe d'étudiants juifs qui lui en voulaient pour son attitude antisémite. La nature exacte de l'incident, s'il a réellement eu lieu, dans quelles circonstances, avec quelle provocation préalable, reste floue dans les archives historiques. Et cette ambiguïté était d'une certaine manière fonctionnelle. Le prétexte importait peu. Ce qui importait, c'était la réponse. Kaltenbrunner, en sa qualité de président du comité de la section de Graz du Deutscher Burschenbund, coordonna l'action avec une efficacité révélatrice. Il organisa des bandes d'étudiants voyous, décrits par euphémisme comme des « patrouilles de surveillance », pour encercler physiquement les salles de cours et bloquer l'accès à tout étudiant d'apparence ou d'identité juive. Pendant plusieurs jours, alors que les enquêtes visant à trouver les coupables suivaient leurs cours, les étudiants juifs de l'université furent physiquement empêchés d'assister à leurs cours. Lorsque ces tactiques de force n'ont pas produit les résultats escomptés, personne n'a été identifié comme coupable car il n'y avait probablement aucun crime réel à élucider, le comité exécutif du Burschenbund a organisé une manifestation massive sur le campus. L'objet de la manifestation n'était plus de trouver les coupables d'un incident spécifique. Il s'agissait de la présence même des Juifs à l'université. Des personnalités éminentes du corps enseignant y ont participé. Le recteur de l'université lui-même y a pris part. Les historiens de l'Arminia ont relaté cet épisode avec une satisfaction manifeste, notant que l'incident avait démontré que professeurs et étudiants étaient unis dans la lutte contre le judaïsme. Pour comprendre ce que cela signifie d'un point de vue historique, il faut replacer cet événement dans son contexte. Nous ne sommes pas en 1938. Nous ne sommes pas dans le Reich nazi, nous sommes en 1923, dans une université d'une république démocratique. Le futur chef du RSHA avait 20 ans et organisait déjà des pogroms universitaires comme d'autres étudiants organisent des débats philosophiques. Ce que ces épisodes révèlent, ce n'est ni du sadisme ni de l'irrationalité. Ils révèlent une capacité d'organisation impitoyable, la compréhension instinctive que la violence collective normalisée est plus efficace que la violence individuelle, et la disposition à utiliser des positions institutionnelles à des fins que les institutions ne devraient en théorie pas approuver. Ce sont exactement les mêmes compétences que Kaltenbrunner mettra en œuvre 20 ans plus tard depuis le bureau du chef de la RSHA. Fait numéro 6. À l'âge de 19 ans, il rédigea et signa une lettre officielle exigeant l'interdiction d'une organisation étudiante italienne en invoquant le Tyrol du Sud comme argument le 27 janvier 1923. Un document signé de la main d'Ernst Kaltenbrunner fut déposé au secrétariat du rectorat de l'université Karl Franzens de Graz. Il s'agissait d'une lettre officielle rédigée en sa qualité de secrétaire de la Vertreterbesprechung, le conseil représentatif des fraternités en deuil, exigeant que soit refusée la reconnaissance officielle d'une organisation étudiante italienne qui avait déposé une demande de statut auprès de l'université. Les arguments de Kaltenbrunner témoignaient d'une précision qui n'était pas celle d'un adolescent passionné, mais bien celle d'un homme politique en devenir. Il évoqua la grave situation nationale de nos compatriotes opprimés sur le territoire cédé à l'Italie, le Tyrol du Sud, rattaché à l'Italie après la Première Guerre mondiale malgré sa population majoritairement germanophone. Il affirma qu'il serait intolérable que les ennemis acquièrent dans les universités allemandes les outils intellectuels pour lutter contre nous. Il déclara que la Vertreterbesprechung avait voté à l'unanimité pour s'opposer à la création de ce club par tous les moyens disponibles.
Ce document, retrouvé dans les archives universitaires de Graz et publié par l'historien Günther Czerwinka dans la revue Blätter für Heimatkunde en 1976, est l'un des premiers écrits connus de Kaltenbrunner et revêt une valeur quasi biographique. Il montre qu'à l'âge de 19 ans, Kaltenbrunner fonctionnait déjà selon une logique de menace, de pression institutionnelle et de mobilisation collective contre toute présence qu'il considérait comme ennemie. On notera également ce que cela révèle de sa vision du monde. Il ne faisait aucune distinction entre l'État italien en tant que puissance souveraine et les étudiants italiens qui souhaitaient simplement étudier à Graz. Dans son schéma mental, tous étaient l'ennemi, et l'université était un champ de bataille dans la guerre raciale, et non un espace de partage des connaissances. Cette incapacité ou ce refus de distinguer entre l'individu et la catégorie raciale ou nationale à laquelle il appartenait allait constituer la constante la plus révélatrice de toute sa carrière ultérieure. Fait numéro 7. L'université de Graz, sous l'influence du mouvement étudiant pan-germain, était un laboratoire de violence organisée qui préfigurait avec exactitude les mécanismes de la terreur nazie. Pour comprendre Kaltenbrunner, il faut comprendre le milieu qu'il a formé, car ce milieu n'était pas une aberration temporaire, mais l'écosystème qui s'était développé dans les universités autrichiennes depuis la fin du XIXe siècle. Dans les années 1920, le campus de Graz était le théâtre d'un niveau de violence organisée qui serait inimaginable dans n'importe quel établissement universitaire contemporain. Les fraternités pangermaniques avaient établi le principe selon lequel l'université était un espace allemand, Germanischer Raum, auquel aucun étudiant qui n'était pas de sang arien n'avait de droit légitime. Ce principe n'était pas purement rhétorique. Il était appliqué par le biais de patrouilles physiques, de blocage d'accès aux salles de cours, d'intimidation systématique et d'agressions que les autorités universitaires enquêtaient rarement avec rigueur. Les étudiants juifs de Graz, qui constituaient une minorité réelle mais visible, notamment dans les facultés de médecine et de droit, vivaient dans un climat d'hostilité susceptible à tout moment de dégénérer en violence physique. Les étudiants tchèques, slovènes ou italiens venus étudier étaient accueillis comme des envahisseurs. Les étudiants socialistes ou catholiques qui osaient défendre leur position lors de débats publics risquaient de se retrouver à l'hôpital. Kaltenbrunner a participé à tout cela et l'a organisé. Mais il faut également noter autre chose. Dans ce climat, ces activités n'étaient pas perçues comme des crimes, mais comme un service. Les organisateurs de ces campagnes se considéraient comme les défenseurs de la culture allemande, comme les gardiens d'une civilisation menacée. Cette perception de la vertu, la conviction profonde de faire ce qui est juste, de protéger ce qui a de la valeur, constitue la différence psychologique cruciale entre le voyou et le fanatique idéologique. Kaltenbrunner était un fanatique, et les fanatiques, contrairement aux voyous, ne s'arrêtent pas lorsqu'ils ont atteint leurs objectifs immédiats. Fait numéro 8, il obtint son diplôme de droit en 1926 avec une rapidité remarquable compte tenu de sa situation et passa 2 ans à chercher une communauté qui lui apporterait ce que la fraternité ne pouvait plus lui offrir. En juillet 1926, à la grande surprise de ses amis qui connaissaient ses habitudes universitaires, Ernst Kaltenbrunner obtint son doctorat en droit à l'université de Graz. Il y était parvenu avec une rapidité remarquable. En à peine 4 ans d'études effectives, un rythme qui n'était possible que dans le système juridique autrichien de l'époque, où le droit était une discipline relativement accessible aux étudiants dotés d'une intelligence moyenne et d'une détermination suffisante. Il entama alors son premier stage juridique obligatoire au tribunal d'instance de Linz. Mais avant d'avoir terminé l'année exigée par la loi, il partit pour Salzbourg afin de travailler au cabinet de l'avocat Vilas. Ce qu'il y trouva, ce fut le malheur, une ambiance professionnelle trop formelle à son goût, un sentiment constant d'inadéquation et, selon son propre récit dans la lettre de Nuremberg, le rejet d'une ancienne petite amie de ses années universitaires qui vivait dans la ville. « Je souffrais d'un sentiment constant d'insuffisance, comme un petit caneton mis à l'eau pour la première fois », écrivit-il avec une honnêteté surprenante chez un homme qui allait devenir le chef de la Gestapo. En 1928, il retourna à Linz, où il trouva un emploi au cabinet de l'avocat Franz Lasser, qui défendait les paysans du Mühlviertel, la région montagneuse au nord de Linz. C'était un travail plus en phase avec ses racines,
ce contact avec le monde rural qui lui manquait tant depuis Rahab, mais le jeune avocat continuait de se sentir perdu. « Je me suis laissé entraîner, » écrivit-il, « vers une vie de bistrot insatisfaisante. Ce qu'il recherchait, ce n'était pas un emploi, il recherchait une communauté. La fraternité lui avait apporté pendant 5 ans exactement cela. Un cercle de fidèles, un ennemi commun, une hiérarchie dans laquelle gravir les échelons, une identité collective qui lui disait qui il était et pourquoi il comptait. Le monde professionnel autrichien des années 1920, avec ses compromis inévitables avec le système qu'il méprisait tant, ne pouvait lui offrir rien de tout cela. C'est ainsi qu'il se mit en quête. Fait numéro 9. Il adhéra au parti nazi le 18 octobre 1930, exactement 3 jours après que 3 dirigeants du Heimwehr eurent annoncé une alliance avec les cléricaux. Une décision qui n'était pas impulsive, mais politique. Le parcours qui a conduit Kaltenbrunner au nazisme est d'abord passé par le Heimwehr, ce mouvement paramilitaire d'extrême droite issu des soulèvements de l'après-guerre. À l'été 1929, attiré par l'ascension à la tête du mouvement du charismatique prince Ernst Rüdiger von Starhemberg, un aristocrate qui avait marché aux côtés d'Hitler lors du putsch de 1923 et qui alliait des convictions pangermaniques à un charisme personnel que Kaltenbrunner admirait. Il rejoignit le Heimwehr de Haute-Autriche. Il quitta même son emploi au cabinet Lasser pour se consacrer à plein temps au mouvement. C'était le genre de sacrifice qu'exigeait le credo politique et que Kaltenbrunner était tout à fait disposé à faire. Le confort matériel avait toujours été secondaire pour lui face à l'appartenance idéologique. Mais le Heimwehr le déçut systématiquement. Ses dirigeants n'étaient pas dignes de confiance. Certains acceptaient de l'argent de Mussolini. Starhemberg rencontrait le Doucet à Venise et revenait avec des promesses d'armes et de fonds italiens, tout en proclamant publiquement son indépendance. En octobre 1930, 3 dirigeants du Heimwehr, Fay de Vienne, Rabe de Basse-Autriche et Wass du Burgenland, annoncèrent une alliance électorale avec les démocrates chrétiens, ce parti clérical que Kaltenbrunner méprisait depuis son enfance. C'est le 15 octobre 1930 que cette alliance fut annoncée. Le 18 octobre 1930, Ernst Kaltenbrunner adhéra au Parti national-socialiste autrichien. Ce n'était pas une coïncidence de date, c'était une décision calculée et froide. Les nazis offraient ce que la Heimwehr ne pouvait pas donner. Une cohérence idéologique absolue, un rejet sans nuance de l'État autrichien indépendant, un engagement irrévocable envers l'Anschluss et un leader, Hitler, qui n'avait jamais présenté d'excuses à personne pour quoi que ce soit. Pour Kaltenbrunner, dont la vision politique était le prolongement direct des principes de l'Arminien de Graz, aucun compromis, aucune concession, la communauté raciale comme seule valeur absolue, le nazisme n'était pas une nouveauté. C'était la conclusion logique de tout ce en quoi il croyait depuis son enfance. Fait numéro 10, son numéro SS était le 13039, qu'il obtint après avoir rencontré personnellement Sepp Dietrich à Munich, choisissant la voie la plus radicale à un moment où ce choix avait des conséquences réelles, 15 mois après avoir adhéré au parti nazi durant l'été 1931, alors que de petites unités de la SS s'installaient dans les capitales provinciales autrichiennes sous le commandement du SS Standartenführer Joseph Sepp. Dietrich Kaltenbrunner assista à un rassemblement du parti à Munich. C'est là qu'il fit la connaissance de Dietrich lui-même, le commandant de la garde personnelle d'Hitler, qui l'exhorta à demander son admission dans l'Ordre noir. Kaltenbrunner répondit à cet appel. Le 31 août 1931, il fut admis dans les SS sous le numéro 13039. Ce numéro est plus qu'un simple chiffre. C'est une déclaration historique. Cela signifie que Kaltenbrunner n'était pas un opportuniste qui a rejoint les SS lorsque le vent soufflait en faveur du nazisme. En 1931, en Autriche, le parti était illégal et ses membres mettaient concrètement en danger leur carrière, leur liberté et leur sécurité physique. Être membre de la SS en Autriche en 1931, c'était s'exposer à des arrestations, à la perte de clients si l'on était avocat, à la pression des autorités de l'État de Dollfuss qui allèrent suivre. Il n'y avait aucune récompense matérielle. Il n'y avait aucune garantie de victoire. Il n'y avait que la certitude idéologique et la communauté de ceux qui partageaient cette certitude. L'historien Peter R. Black
dans son étude fondamentale sur Kaltenbrunner publiée par Princeton University Press en 1984, souligne que ceux qui ont rejoint le mouvement avant les élections allemandes de septembre 1930, c'est-à-dire sans avoir assisté à la vague électorale qui a montré que le nazisme pouvait l'emporter, se sont volontairement soumis à la camisole de force sociale et émotionnelle du régime totalitaire. Kaltenbrunner ne s'est pas contenté d'enfiler cette camisole de force, il l'a adoptée comme une seconde peau, et contrairement à beaucoup de ceux qui l'ont adoptée par opportunisme et l'ont abandonnée lorsque le prix à payer est devenu trop élevé, il ne l'a jamais lâchée. Pas même sur l'échafaud de Nuremberg. Fait numéro 11. Alors qu'il exerçait en tant que conseiller juridique de la SS, il assurait gratuitement la défense de membres arrêtés pour des activités criminelles, y compris des meurtriers en fuite du Reich. En octobre 1932, le chef de la SA et de la SS, Ernst Röhm, nomma des conseillers juridiques pour chaque Gau, circonscription territoriale, dans le but d'apporter une aide juridique immédiate et gratuite aux membres de la SA et de la SS arrêtés alors qu'ils accomplissaient leur devoir. Kaltenbrunner fut nommé conseiller juridique de la SS pour le SS Abschnitt 8. L'affaire qui illustre le mieux ce que cela signifiait dans la pratique concerne un instituteur prussien du nom de Paul Majorat. En septembre 1932, Majorat et 3 de ses camarades, tous membres des SS de Königsberg, furent arrêtés à Linz pour être entrés illégalement en Autriche. Mais il y avait autre chose. Les autorités prussiennes les recherchaient pour le meurtre d'un rédacteur en chef d'un journal social-démocrate à Königsberg, dans la nuit qui a suivi les élections du 31 juillet. Kaltenbrunner, accompagné du conseiller juridique de la SA Georg Ettinghausen, intervint auprès des autorités autrichiennes en faisant valoir que le crime, même s'il avait été commis par Majorat et ses compagnons, devait être considéré comme un acte politique et ne pouvait donc pas donner lieu à une extradition. Les 2 avocats eurent gain de cause. Les 4 hommes furent libérés en décembre 1932. Un rapport de police indiquait que Kaltenbrunner les avait hébergés dans une pension à Linz et avait organisé leur subsistance grâce à des fonds du parti nazi. Le 23 décembre 1932, Majorat et ses complices franchirent la frontière vers l'Italie. En résumé, le futur chef de la Gestapo avait utilisé ses compétences juridiques pour libérer 4 assassins en fuite et leur permettre d'échapper à la justice. Nous étions en 1932. Kaltenbrunner avait 29 ans et savait déjà exactement comment fonctionnait le système qu'il allait bientôt contrôler. Fait numéro 12. Il s'est marié la veille de son arrestation en janvier 1934 dans le cadre d'une manœuvre juridique et dans le camp de détention, il a organisé une grève de la faim qui a fait plier le gouvernement. Au début du mois de janvier 1934, Kaltenbrunner apprit qu'il allait être arrêté lors d'une rafle imminente menée par le gouvernement du chancelier Engelbert Dollfuss contre les nazis. Sa réaction fut aussi calculée que révélatrice de son caractère. Le 14 janvier, il épousa Elisabeth Eder, fille d'un riche commerçant de Linz qu'il connaissait depuis au moins 1930. Le calcul derrière ce mariage était clair. Le statut de jeune marié pouvait compliquer les procédures judiciaires, susciter la sympathie des juges et, dans le pire des cas, créer une image de vie privée plus difficile à diaboliser aux yeux de l'opinion publique. Le lendemain, le 15 janvier 1934, il fut arrêté et envoyé au camp de détention de Kaisersteinbruch, en Haute-Autriche. Les conditions à Kaisersteinbruch n'étaient pas celles d'un camp d'extermination, mais elles étaient délibérément dégradantes selon les normes autrichiennes. Installations sanitaires déficientes, rations alimentaires insuffisantes, températures hivernales descendant en dessous de 0 dans des baraquements dépourvus d'isolation thermique adéquate et mauvais traitements fréquents de la part des gardes de la Heimwehr qui surveillaient les prisonniers avec une brutalité reflétant la haine accumulée entre les 2 mouvements. Kaltenbrunner ne l'a pas toléré en silence. En avril 1934, il a organisé avec plusieurs compagnons une grève de la faim officielle, avec des revendications précises, une meilleure alimentation, des installations sanitaires en état de marche, la fin des mauvais traitements et, en dernier ressort, la libération de tous les prisonniers. Le secrétaire d'État à la sécurité, Ludwig Karwinski, a tenté de négocier avec les grévistes. Il a échoué. Les grévistes sont restés fermes.
Finalement, affaiblis par le jeûne, mais sans avoir renoncé à leur position, Kaltenbrunner et plusieurs de ses compagnons ont été évacués vers un hôpital. Le gouvernement a cédé. Il a libéré 90% des prisonniers nazis détenus en Autriche. C'était une victoire politique mineure, mais symboliquement significative. Kaltenbrunner avait démontré que la volonté collective organisée pouvait faire plier l'autorité de l'État, même depuis une position d'extrême vulnérabilité. La leçon resta gravée dans les mémoires, et il allait l'appliquer de manière infiniment plus brutale depuis l'autre côté du pouvoir. Fait numéro 13. Il a mis en place un réseau de renseignement en Europe du Sud-Est qui a impressionné Himmler et l'a fait remarquer par Berlin, tout en se présentant publiquement comme un modéré. Entre 1934 et 1938, Kaltenbrunner a vécu dans deux réalités simultanées et parallèles qui se touchaient, mais ne fusionnaient jamais complètement en public. La première était la réalité visible, celle de l'homme politique modéré qui occupait le poste de secrétaire d'Anton Rheintaler, l'homme qui proposait d'intégrer les nazis autrichiens dans le système politique de Schuschnigg par le biais de négociations pacifiques. Dans ce rôle, Kaltenbrunner fit la connaissance de personnalités telles que Hermann Neubacher, brillant économiste ayant des contacts avec Göring, Franz Langott, ancien directeur de la sécurité de la Haute-Autriche, et Arthur Seyss-Inquart, l'avocat viennois de confiance de Schuschnigg lui-même. Ces contacts étaient véritablement utiles, et Kaltenbrunner les entretint avec habileté. La deuxième réalité était clandestine. Tout en se présentant comme un modéré, Kaltenbrunner reconstituait dans l'ombre la SS Standard 37 en Haute-Autriche et étendait son réseau de renseignement vers le sud-est de l'Europe. Ce réseau comprenait des contacts en Hongrie, en Yougoslavie, en Roumanie et en Bulgarie, la région qui allait plus tard devenir son domaine de spécialisation au sein du RSHA. Grâce à ces contacts, Kaltenbrunner fournissait à Berlin des rapports sur la politique intérieure des pays des Balkans, sur les mouvements des communautés allemandes à l'étranger, ainsi que sur les intentions des gouvernements locaux à l'égard de l'Allemagne. Himmler reçut ces rapports et en fut impressionné. En 1940, il envisageait déjà Kaltenbrunner comme un éventuel ambassadeur allemand en Suisse. En 1942, il le proposa comme commissaire du Reich pour la Belgique. À chaque fois, les circonstances empêchèrent sa nomination. Mais l'intérêt de Himmler était réel, et il trouvait son origine dans ses années de travail clandestin et de double vie dans l'Autriche de Schuschnigg. Fait numéro 14. L'Anschluss du 12 mars 1938 fut pour lui un moment de catharsis. Cette nuit-là, il participa aux arrestations des ministres du gouvernement autrichien et s'imposa comme l'homme le plus puissant de son pays natal. Le 12 mars 1938, lorsque les troupes de la Wehrmacht franchirent la frontière autrichienne lors d'une opération sans coup de feu, Mussolini avait retiré sa garantie d'indépendance à l'Autriche et le gouvernement de Schuschnigg s'était effondré sans opposer de résistance. Kaltenbrunner n'attendit pas d'instruction de Berlin. Il a agi de son propre chef. Cette nuit-là, à la tête de colonnes de SS placées sous son commandement direct, il participa aux opérations d'arrestation qui démantelèrent le gouvernement de Schuschnigg en quelques heures. Les ministres furent arrachés à leur bureau ou à leur domicile, parfois encore en pyjama, et conduits vers des lieux de détention qui, quelques jours auparavant, auraient été illégaux. L'appareil clandestin que Kaltenbrunner avait mis en place au cours de 7 années de travail dans la clandestinité se déploya avec une efficacité qui surprit même les observateurs de Berlin. 3 jours plus tard, le 15 mars 1938, Himmler prêta serment devant la police fédérale autrichienne sur la Heldenplatz de Vienne, la même place où, ce même jour, Hitler s'adressa à une foule que les contemporains estimaient à des centaines de milliers de personnes, dans un rugissement de joie qui fit trembler les bâtiments environnants. Sur l'estrade, aux côtés de Himmler, se trouvait Kaltenbrunner. Était également présent Reinhard Heydrich, le chef de la police de sécurité du Reich, aux côtés duquel Kaltenbrunner apparaîtrait sur des photographies qui seraient présentées comme preuves à Nuremberg. Kaltenbrunner fut nommé Höherer SS und Polizeiführer, chef supérieur des SS et de la police, pour le Donau, le nouveau nom administratif de l'Autriche au sein du Reich. Son grade était celui de SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, général de division de la SS et de la police. Il avait 34 ans. C'était l'homme le plus puissant de sa région natale.
et le chemin qu'il avait commencé dans les chambres humides de la pension de Linz, avec les disputes qui dégénéraient en des bagarres et les dettes qu'il contractait auprès de son frère, avait abouti à sa première grande récompense. Fait numéro 15, il supervisa la mise en place à Vienne du premier bureau central pour l'émigration juive, modèle qui allait ensuite être reproduit dans toute l'Europe occupée pour la déportation massive. Parmi ses premières responsabilités après l'Anschluss figurait la coordination avec Adolf Eichmann, qui, selon de multiples sources, avait été camarade de classe de Kaltenbrunner au Realgymnasium de Linz, pour mettre en place et faire fonctionner la Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, le bureau central pour l'émigration juive de Vienne. L'architecture de la terreur mise en place par ce bureau était d'une brutalité qui fonctionnait précisément grâce à sa rationalité bureaucratique. Les Juifs viennois, qui constituaient la plus grande communauté juive germanophone en dehors du Reich, environ 180 000 personnes en mars 1938, soit 10,8% de la population de la ville, ont été soumis à un processus systématique de spoliation qui commençait par la présence d'un agent de la Gestapo et s'achevait par la signature de documents officialisant la confiscation de leurs biens immobiliers, de leur commerce, de leurs comptes bancaires et de leurs effets personnels, en échange d'un permis d'émigration qui devenait de plus en plus difficile à utiliser à mesure que les pays de destination fermaient leurs frontières. Eichmann fut l'architecte opérationnel de ce processus. Kaltenbrunner était l'autorité policière qui le soutenait en lui conférant un véritable pouvoir exécutif. La menace de l'arrestation, du camp de concentration, de la violence. En moins de 18 mois, plus de 100 000 Juifs autrichiens avaient quitté le pays, laissant derrière eux leur patrimoine, leur histoire, leur foyer, sous l'effet de cette combinaison de bureaucratie et de terreur. Ce que Vienne a démontré, c'est que l'émigration forcée pouvait fonctionner à un rythme industriel si les incitations, la peur, étaient correctement coordonnées avec l'appareil administratif. Ce modèle a été présenté aux autorités du Reich comme un succès et proposé pour être reproduit dans toute l'Europe occupée. Et il fut reproduit. Le camp d'expérimentation était Vienne. Le laboratoire se trouvait sous responsabilité de Kaltenbrunner. Fait numéro 16. Tout en dirigeant l'appareil de sécurité viennois, il a également mis en place un réseau de renseignement politico-économique dans les Balkans, qui est devenu son atout le plus précieux auprès de Himmler. Entre 1938 et 1943, alors que Kaltenbrunner dirigeait l'appareil de terreur dans l'ancienne Autriche, en contrôlant la Gestapo viennoise, en supervisant les camps de travail, en coordonnant avec Eichmann les questions juives, il développait également en parallèle ce qui fut peut-être son plus grand atout personnel, un réseau de renseignement politico-économique qui s'étendait à toute la région de l'Europe du Sud-Est. Ce réseau, qui opérait par l'intermédiaire de la Société de l'Europe du Sud-Est, Südosteuropa Gesellschaft, et de contacts personnels entretenus depuis des années, fournissait à Berlin des rapports sur la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie et la Turquie, qui allaient au-delà du simple aspect militaire. Il comprenait des analyses des tendances politiques internes, des positions des différents groupes de pouvoir vis-à-vis de l'Allemagne, ainsi que des possibilités d'influencer les décisions des gouvernements locaux. Himmler, qui avait toujours cherché dans le SD autre chose que de l'espionnage militaire, il voulait des renseignements politiques lui permettant d'agir en tant qu'acteur autonome dans la politique étrangère du Reich, fut véritablement impressionné par la qualité des rapports de Kaltenbrunner. En janvier 1943, quelques jours avant que la nomination ne soit rendue publique, il lui écrivit pour lui demander de rétablir les contacts dont Heydrich avait la charge. C'était une reconnaissance tacite. Himmler ne se contentait pas de pourvoir un poste vacant. Il misait sur quelqu'un dont il avait besoin pour ses compétences spécifiques. Fait numéro 17. Il fut choisi comme chef du RSHA en partie parce que Hitler se méfiait de Himmler et souhaitait placer à la tête de l'appareil de terreur un deuxième Autrichien directement fidèle au Führer. Le processus de sélection de Kaltenbrunner pour succéder à Heydrich ne fut ni simple ni unidirectionnel. Les historiens ont mis en évidence au moins 4 facteurs convergents qui ont conduit à cette décision. Premièrement, la perception qu'avait Himmler de Kaltenbrunner comme d'un expert en renseignement politique, notamment dans les Balkans, une région où la SD souffrait de graves lacunes depuis la mort de Heydrich. Deuxièmement, la confiance de Himmler en la loyauté absolue de Kaltenbrunner.
Le Reichsführer SS avait besoin de quelqu'un capable de diriger le RSHA, sans tenter d'en faire une base de pouvoir personnel, comme certains craignaient que Heydrich ne l'aurait fait s'il avait survécu. Kaltenbrunner, qui ne disposait ni du réseau de soutien à Berlin ni des compétences politiques de Heydrich, semblait moins menaçant. Troisièmement, le soutien de Martin Bormann, le chef de la chancellerie du parti. Bormann voyait en Kaltenbrunner un allié potentiel dans ses propres intrigues de pouvoir et le soutint activement. La nomination intervint en janvier 1943, exactement 3 mois avant que Bormann n'obtienne le poste de secrétaire personnel du Führer en avril de la même année. Une promotion dans laquelle le soutien du nouveau chef du RSHA n'était pas sans importance. Quatrièmement, Hitler lui-même a fait pression en faveur de Kaltenbrunner. Selon Walter Schellenberg, Felix Kersten, le masseur et confident de Himmler, avait rapporté que Hitler semblait convaincu que cet homme dur possédait toutes les qualités requises pour le poste, l'obéissance inconditionnelle, la loyauté personnelle et le fait qu'il fût un compatriote autrichien étant des caractéristiques significatives. Ce quatrième facteur est le plus troublant. Hitler voyait en Kaltenbrunner, entre autres, un moyen de contrôle sur Himmler. Le dictateur se méfiait du Reichsführer SS, qui avait sous ses ordres l'appareil de sécurité le plus puissant du Reich, et voulait à la tête de cet appareil quelqu'un dont la loyauté irait avant tout au Führer et non à Himmler. En somme, Kaltenbrunner convenait à 3 personnes différentes pour 3 raisons différentes. Cela ne le rendait pas moins dangereux. Au contraire, cela le rendait encore plus dangereux. Fait numéro 18. Ses propres subordonnés au sein du RSHA ont témoigné qu'il exerçait une pleine autorité exécutive sur l'ensemble de l'appareil, y compris les chambres à gaz, ce qui contredisait radicalement sa version à Nuremberg. À la barre de Nuremberg, Kaltenbrunner a présenté une version de ses années à la tête du RSHA qui peut se résumer en 4 dénégations. Qu'il n'avait aucune responsabilité réelle sur la police de sécurité, que la Gestapo et la Kripo rendaient compte directement à Himmler sans passer par lui, que les missions spéciales de Heydrich, y compris la solution finale, ne lui avaient pas été confiées, et qu'il n'avait pas eu connaissance des chambres à gaz avant mars 1944. 4 de ses subordonnés, issus de différents services et animés de motivations diverses pour témoigner, ont démoli cette version point par point. Walter Schellenberg, chef du SD Ostland et le subordonné le plus intelligent et le plus hostile à Kaltenbrunner de tout le RSHA, a déclaré que l'Autrichien avait explicitement fait savoir dans ses relations officielles avec nous tous qu'il était le chef du bureau, qu'il exerçait la pleine autorité exécutive et qu'il tranchait toutes les questions de politique. Il nous autorisait à donner des instructions au sein de l'organisation en notre propre nom, conformément aux directives qu'il établissait, mais toutes les questions importantes devaient lui être soumises. Otto Ollendorf, chef du SD Inland, qui était à bien des égards plus proche idéologiquement de Kaltenbrunner que Schellenberg et donc moins enclin à le discréditer, a déclaré que Kaltenbrunner était déterminé à être le chef au sein du RSHA. Même lorsque les chefs de département recevaient des ordres directs de Himmler, Kaltenbrunner devait en être informé. Hermann Pister, commandant de Buchenwald entre 1943 et 1945, a déclaré que tous les prisonniers de ce camp y avaient été envoyés par le RSHA et que les ordres de détention préventive portaient systématiquement la signature de Kaltenbrunner. Et Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, a déclaré que, bien qu'en matière d'administration interne, il rendit compte à Glücks et à Paul, la chaîne de commandement du WFHA, les ordres d'internement et d'exécution, individuels et collectifs, provenaient du RSHA. Presque tous étaient signés par Müller en tant que subordonné de Kaltenbrunner. Lorsque le procureur a présenté à Kaltenbrunner des documents portant sa signature et liés à des crimes spécifiques, l'accusé a systématiquement répondu que d'autres avaient signé en son nom. Il y avait des centaines de documents de ce type. Pour accorder du crédit à son histoire, il faudrait imaginer Kaltenbrunner comme un incompétent qui aurait laissé son nom être utilisé systématiquement à son insu. Ses propres subordonnés avaient déjà écarté cette possibilité. Fait numéro 19. Il était au courant du génocide dès ses premières semaines en fonction.
car ses propres archives ont alimenté le rapport statistique le plus honnête que le régime ait produit sur l'extermination alors qu'elle était en cours. Le 18 janvier 1943, 12 jours avant que la nomination de Kaltenbrunner à la tête du RSHA ne soit officiellement entérinée, Himmler ordonna à l'inspecteur des statistiques du Reich, Richard Korrer, de compiler un rapport statistique complet sur l'avancement de la solution finale de la question juive européenne. Parallèlement, Himmler donna pour instruction au futur chef du RSHA de mettre fin au rapport statistique qui était alors élaboré dans les bureaux du RSHA et de coopérer pleinement avec Korrer en lui accordant un accès illimité aux archives pertinentes. Le rapport Korrer, classé très secret, sa diffusion étant strictement réservée aux plus hautes instances du Reich, fut remis à Himmler le 27 mars 1943. Il comptait 16 pages. Il estimait que 4,5 millions de Juifs européens avaient émigré ou étaient décédés à cette date, utilisant des euphémismes que personne, aux plus hauts échelons du régime, n'avait besoin de déchiffrer. C'était le document statistique le plus honnête que le Reich nazi ait produit sur le génocide, alors même qu'il était en cours. Les données qui constituèrent ce rapport provenaient des archives du RSHA. Ces archives que Kaltenbrunner supervisait depuis le premier jour de son mandat, lorsque 4 mois plus tard, le 22 mai 1943, Himmler téléphona à Kaltenbrunner pour parler des questions juives et de l'évacuation des Juifs, le registre téléphonique du Reichsführer SS, qui a survécu à la guerre et a été présenté comme preuve, montre les deux hommes discutant des détails logistiques avec le même naturel que deux cadres discuteraient de chaînes d'approvisionnement. Kaltenbrunner a déclaré au tribunal de Nuremberg qu'il n'avait pas eu connaissance des chambres à gaz avant mars 1944. Les archives démontrent qu'il en avait connaissance avec une précision statistique bien avant de prendre officiellement ses fonctions. Il a menti au tribunal avec une aisance qui ne s'explique que par la profondeur de sa conviction qu'il pourrait s'en tirer à bon compte ou par l'ampleur de son incapacité à assumer la responsabilité de quelque chose qu'il croyait sincèrement avoir bien fait. Fait numéro 20. Il a signé des décrets privant les Juifs de leurs droits fondamentaux, notamment le droit de contester des décisions judiciaires, de prêter serment et d'hériter, et a fait pression sur le gouvernement lorsque celui-ci a voulu les abroger, les jugeant inutiles à l'automne 1942, avant même que Kaltenbrunner ne prenne la tête du RSHA. Le Reich débattait en interne de la nécessité de promulguer un nouveau décret privant les Juifs des derniers vestiges de leurs droits juridiques. Le droit de faire appel des décisions administratives ou judiciaires, la capacité de prêter serment devant les tribunaux et le droit de voir leurs biens hérités par leur famille au lieu d'être automatiquement confisqués par l'État à leur décès. Un projet de décret fut rédigé le 25 septembre 1942. Mais au début de l'année 1943, alors que les chambres à gaz fonctionnaient à plein régime, le ministère de l'Intérieur estima que le décret était, selon ses propres termes, superflu au vu de l'évolution de la question juive. Kaltenbrunner s'y opposa. Il adressa une lettre au ministre de l'Intérieur, Wilhelm Frick, le 8 mars 1943, arguant que le décret était nécessaire pour 3 raisons. Il couvrait les Juifs qui n'avaient pas encore été déportés parce qu'ils étaient mariés à des Allemands. Il légalisait et simplifiait la confiscation des biens juifs par le Reich, et il inscrivait dans le droit positif le principe selon lequel la poursuite des procédures pénales contre les Juifs passe du ministère de la Justice à la police. Kaltenbrunner eut gain de cause. Le décret fut promulgué le 21 avril 1943. Ce qui rend cet épisode particulièrement révélateur, c'est son ampleur relativement modeste. Il ne s'agit pas ici des ordres de déportation qui envoyaient des centaines de milliers de personnes à Auschwitz. Il s'agit d'un détail juridique qui concernait quelques dizaines de milliers de Juifs ayant survécu dans le Reich en raison d'un mariage mixte ou de leur notoriété personnelle. Kaltenbrunner ne se contentait pas d'appliquer la politique nazie. Il la perfectionnait sur le plan bureaucratique, comblant chaque faille par laquelle une personne aurait pu s'échapper à travers les interstices du système juridique. Fait numéro 21. Il s'est rendu en personne à Budapest en mars 1944 pour négocier la déportation de plus de 700 000 Juifs et il est rentré à Berlin en laissant à Eichmann des instructions précises.
Le 18 mars 1944, les troupes allemandes occupèrent la Hongrie. Horthy, le régent, fut retenu au château de Klesheim pendant que l'occupation s'achevait. Kaltenbrunner voyagea dans le même train qui ramena Horthy à Budapest. Le 22 mars, il rencontra le nouveau Premier ministre pro-allemand Döhm Støjge lors d'une réunion que les sources contemporaines décrivent comme brève et efficace. Kaltenbrunner avait besoin d'engagement. Støjge les lui donna. Le Premier ministre s'engagea à ne pas faire obstacle aux déportations. À la demande expresse de Kaltenbrunner, il nomma au ministère de l'Intérieur 2 antisémites notoires, László Baki et László Endre. Le premier était un haut officier de la gendarmerie hongroise dont les antécédents de collaboration étaient bien connus dans les archives du SD en tant que secrétaire d'État chargé de la question juive. Kaltenbrunner resta plusieurs jours à Budapest pour coordonner la mise en place de la structure de l'administration policière allemande en Hongrie occupée. Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, qui n'avait pas été informé de cette mission, la devina et ordonna à son représentant à Budapest, le SS Standartenführer Edmund Wessenmayer, d'espionner le chef du RSHA et de découvrir le but de sa présence. Les déportations commencèrent le 15 mai 1944. Elles se déroulèrent avec une efficacité mécanique que les organisateurs eux-mêmes qualifièrent d'exemplaire. Les trains partaient selon l'horaire prévu, les autorités hongroises coopéraient, les camps de concentration situés en Hongrie traitaient les Juifs dans l'ordre établi avant de les envoyer vers les gares. Au 30 juin 1944, 6 semaines après le début des déportations, 381 600 Juifs hongrois avaient été envoyés à Auschwitz-Birkenau. Les historiens ont estimé qu'environ 240 000 d'entre eux furent gazés à leur arrivée, pendant la période d'activité la plus intense de la chambre à gaz d'Auschwitz. C'est Kaltenbrunner qui a négocié cela. C'est Kaltenbrunner qui l'a organisé. Et Kaltenbrunner, à la barre du tribunal de Nuremberg, a déclaré qu'il n'était pas au courant. Fait numéro 22, le 30 juin 1944, il a détourné 4 trains transportant 12 000 Juifs hongrois vers un camp situé près de Vienne, expliquant dans une lettre que 70% d'entre eux étaient inaptes au travail et resteraient disponibles pour une action spéciale. Le 30 juin 1944, Kaltenbrunner signa une lettre adressée au SS Brigadeführer Hans Blaschke, le maire nazi de Vienne. Blaschke avait demandé qu'on lui fournisse un convoi de Juifs hongrois pour travailler dans les usines viennoises et sur les chantiers de fortification entourant la ville en prévision de l'arrivée du front. Kaltenbrunner l'informa qu'il avait détourné 4 trains à destination d'Auschwitz vers le camp de détention de Strashof près de Vienne. Les 12 000 Juifs concernés seraient mis à la disposition de Blaschke pour répondre à ses besoins en main-d'œuvre. Mais la lettre se poursuivait par une clause que les procureurs de Nuremberg mettraient en avant lors du procès. Kaltenbrunner expliquait que seuls 30% des déportés, soit environ 3 600 personnes, étaient aptes au travail. Les 70% restants, environ 8 400 personnes, dont des enfants, des personnes âgées et des malades, seraient maintenus en attente d'une action spéciale pour laquelle ils seraient un jour emmenés. Action spéciale, Sonderaktion en allemand, était l'euphémisme établi dans le langage interne du régime pour désigner l'exécution ou le gazage. Il n'y a aucune ambiguïté possible dans cette lettre. Kaltenbrunner informait un fonctionnaire de son propre régime qu'il avait détourné un convoi de personnes vers une destination où 70% d'entre elles trouveraient la mort. Il le faisait avec la même efficacité bureaucratique prosaïque qu'il aurait pu employer pour envoyer une note de service concernant les fournitures de bureaux. Fait numéro 23. En octobre 1944, il ordonna les marches à pied de dizaines de milliers de Juifs hongrois de Budapest vers l'Autriche, dans des conditions qui causèrent la mort de plusieurs milliers d'entre eux en cours de route, et protesta lorsque la Croix-Rouge internationale tenta de distribuer des laissez-passer. Le 15 octobre 1944, les SS organisèrent le coup d'État qui renversa Horthy et remit le pouvoir en Hongrie au mouvement fasciste des Croix fléchées de Ferenc Szálasi. Horthy avait décrété en juillet et août un arrêt des déportations, poussé par la pression internationale et par la prise de conscience que la guerre était irrémédiablement perdue pour l'Axe. Le régime des Croix fléchées était plus docile, mais même Szálasi, conscient que les Alliés observaient la situation, était réticent à l'idée d'une nouvelle vague de déportation massive.
Le 17 octobre 1944, 48 heures après le coup d'État, Kaltenbrunner renvoya Eichmann à Budapest avec des instructions détaillées. Déporter immédiatement 50 000 juifs et regrouper les autres dans les zones périphériques de la ville en vue d'une action ultérieure. Les bombardements alliés avaient détruit une grande partie du réseau ferroviaire hongrois. Auschwitz était en cours d'évacuation face à l'avancée de l'armée rouge. Il n'y avait pas suffisamment de trains disponibles pour transporter des dizaines de milliers de personnes. La seule alternative était la marche à pied. Depuis Budapest, des groupes comptant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de juifs, hommes, femmes, jeunes enfants, personnes âgées, malades, furent conduits à pied en colonne, sous la garde de la gendarmerie hongroise et de membres des Croix fléchées, vers la frontière autrichienne, située à plus de 190 km de là. En octobre et novembre 1944, à l'intérieur des terres hongroises, les températures nocturnes descendaient bien en dessous de zéro. Les routes étaient recouvertes de boue durcie ou de neige fraîche. Les marcheurs ne disposèrent pas de vêtements d'hiver adaptés. La nourriture était minimale, voire inexistante, lors de journées pouvant atteindre 30 km. Plusieurs milliers d'entre eux périrent en chemin, victimes d'hypothermie, d'épuisement, de famine ou fusillés lorsqu'ils s'effondraient et ne pouvaient plus se relever. Lorsque des émissaires de la Croix-Rouge et de la légation suisse ont commencé à distribuer des laissez-passer aux déportés, des documents que la police hongroise respectait en tant que preuve de leur protection étrangère, des centaines de Juifs se sont tout simplement séparés des colonnes. Kaltenbrunner a envoyé une note de protestation virulente au ministère allemand des Affaires étrangères, se plaignant de l'ingérence des pays neutres. Le pape Pie XII protesta. La légation suédoise protesta. Salassi, face à cette pression conjointe, ordonna l'arrêt des marches le 21 novembre 1944. À ce moment-là, entre 27 000 et 40 000 personnes avaient été déportées vers l'Autriche. Une partie importante d'entre elles étaient mortes en chemin. Fait numéro 24. Il fut le seul parmi les condamnés à mort à Nuremberg à ne pas avoir déposé de recours en grâce, et ses dernières paroles furent un déni définitif de toute responsabilité. Le procès de Kaltenbrunner devant le tribunal militaire international fut, à bien des égards, la dernière mise en scène d'un homme qui n'avait jamais accepté la réalité du monde dans lequel il vivait, si cette réalité contredisait son système de croyance. Il avait subi 2 hémorragies cérébrales pendant la période d'attente, ce qui retarda sa comparution de plusieurs semaines. Lorsqu'il prit enfin place sur le banc des accusés, il avait l'apparence d'un homme physiquement affaibli par rapport au géant de près de 2 mètres qui avait intimidé ses subordonnés et ses associés pendant des années. Son visage était tendu et pâle, ses cicatrices plus marquées, ses yeux agités. Il a pleuré à plusieurs reprises au cours des audiences. Non pas des larmes de remords qui auraient été difficilement crédibles mais humainement compréhensibles, mais des larmes d'apitoiement sur soi-même et d'incrédulité face à la situation dans laquelle il se trouvait. Ce n'étaient pas les larmes d'un homme reconnaissant avoir fait le mal. C'étaient les larmes de quelqu'un qui ne comprenait sincèrement pas pourquoi le monde le jugeait. Il a tout nié. Il a nié avec une insistance qui défiait la logique et les preuves documentaires. Lorsque les procureurs lui présentaient des documents portant sa signature, ordre d'expulsion, circulaire sur l'exécution des prisonniers de guerre, décret sur le traitement des travailleurs étrangers, il affirmait invariablement que d'autres avaient signé à sa place. Que c'était Müller qui dirigeait réellement la Gestapo. Que c'était Himmler qui prenait les décisions concernant les camps. Qu'il n'était que le directeur des services de renseignement. Ses propres hommes l'ont démenti. Mais ce qui a peut-être le plus révélé son caractère, c'est lorsque le Conseil de contrôle allié, la plus haute instance d'appel pour les condamnés, s'est réuni les 9 et 10 octobre 1946 pour examiner les demandes de grâce. Tous les autres condamnés à mort avaient interjeté appel, certains en avançant des arguments juridiques, d'autres en invoquant des raisons de santé, d'autres encore en implorant simplement la clémence. Ernst Kaltenbrunner n'a déposé aucun recours. Ce n'était pas du stoïcisme, même si cela pouvait y ressembler. C'était l'expression ultime d'un système de valeurs dans lequel demander la clémence à un ennemi était une forme de capitulation qu'aucun soldat idéologique, selon la description qu'il avait lui-même donnée de lui-même lors des interrogatoires de Nuremberg, ne pouvait se permettre.
À l'aube du 16 octobre 1946, à 1h36 du matin, Kaltenbrunner entra dans le gymnase du palais de justice de Nuremberg. Il portait un pull bleu foncé sous un manteau à double boutonnage. Le correspondant Kingsbury Smith de l'International News Service, l'un des journalistes tirés au sort pour assister aux exécutions, décrivit son entrée avec une précision qui fait désormais partie des archives historiques. Avec son visage maigre et cadavérique sillonné de vieilles cicatrices de deuil, ce terrible successeur de Reinhard Heydrich jeta un regard effrayant autour de lui en entrant dans la salle. Il s'est humecté les lèvres, apparemment nerveux, en se retournant pour monter à l'échafaud, mais il a marché d'un pas ferme. Lorsqu'on l'invita à faire une dernière déclaration, il dit d'une voix basse et claire « J'ai aimé mon peuple allemand et ma patrie de tout mon cœur. J'ai accompli mon devoir conformément aux lois de mon peuple et je regrette qu'en cette heure la plus difficile, mon peuple ait été dirigé par des hommes qui n'étaient pas des soldats et que des crimes aient été commis dont je n'avais pas connaissance. Allemagne, bonne chance. » C'était le dernier mensonge d'une vie bâtie sur un mensonge fondamental, l'idée qu'il avait servi une cause noble. À 1h52 du matin, Ernst Kaltenbrunner fut déclaré mort. Sa dépouille, ainsi que celle des autres personnes exécutées ce matin-là, fut transportée à Munich et incinérée au crématorium d'Ostfriedhof. Les cendres furent dispersées dans un affluent de l'Isar. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas de lieu de pèlerinage pour ceux qui voudraient encore s'y rendre. C'est la dernière petite justice que l'histoire a pu lui offrir. Fait numéro 25. L'homme qui avait déclaré ne pas être au courant des crimes s'était rendu à Mauthausen au moins 3 fois, avait assisté à des exécutions dans sa chambre à gaz, et les photographies qui le prouvaient furent présentées à Nuremberg par un survivant espagnol. Le camp de concentration de Mauthausen était situé à 25 km à l'est de Linz, la ville où Kaltenbrunner avait passé son enfance et son adolescence. C'était le seul camp de concentration classé dans la catégorie 3 du système nazi, la catégorie du retour impossible, réservé aux prisonniers jugés irrécupérables pour toute forme de vie productive au sein du Reich. Ces méthodes d'exécution comprenaient la fusillade dans la nuque contre le mur de sang, la pendaison aux poutres de l'atelier d'armement, l'injection de phénol directement dans le cœur, le gazage dans la chambre à gaz, construite en 1941 et pouvant accueillir environ 120 personnes simultanément, et la méthode dite des escaliers de la mort. Les prisonniers étaient contraints de gravir les 186 marches de la carrière de granit en transportant des blocs de pierre pesant entre 30 et 50 kg. Ceux qui s'effondraient étaient poussés dans les escaliers par les gardes, ou simplement abandonnés, jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Kaltenbrunner s'est rendu à Mauthausen au moins 3 fois entre l'été 1942 et l'été 1943, selon les témoignages présentés devant le tribunal de Nuremberg. Un ancien garde SS a déclaré que l'Autrichien avait assisté à une exécution dans la chambre à gaz lors de sa visite à l'automne 1942. 3 prisonniers ont vu Kaltenbrunner dans le camp durant l'été 1943, lors d'une visite au cours de laquelle, selon l'un des témoins, le RSHA avait organisé 3 types d'exécutions différents, pendaison, gazage et fusillade, à titre de démonstration pour les visiteurs. Lors du procès de Nuremberg, les photographies prouvant la présence de Kaltenbrunner à Mauthausen furent présentées par un survivant dont le nom est désormais indissociable de l'histoire de ce procès. Francisco Bois, un photographe catalan qui avait combattu dans les brigades internationales pendant la guerre civile espagnole et qui avait été fait prisonnier par les Allemands en France en 1940. Bois, qui avait réussi à survivre à Mauthausen en travaillant dans le laboratoire photographique du camp, avait caché pendant des années, avec la complicité de codétenus et de femmes du village de Mauthausen qui risquèrent leur vie, des milliers de photographies provenant des archives du camp. Parmi ces photographies figuraient celles montrant Kaltenbrunner aux côtés de Heinrich Himmler, du commandant du camp Franz Zierreis et du Gauleiter de Haute-Autriche August Heygruber en visite dans les installations du camp. Kaltenbrunner, à la barre, déclara qu'il ne s'était jamais rendu à Mauthausen. Les photographies prouvèrent le contraire. C'était le 7 février 1946. À la barre des témoins, Francisco Bois, le seul Espagnol à avoir témoigné lors des procès de Nuremberg, identifia minutieusement chaque personne figurant sur les images qu'il avait préservées au péril de sa vie.
La salle écoutait en silence. L'interprète simultané traduisait ses propos en 4 langues. Kaltenbrunner détourna le regard. Il y a une question que les historiens débattent depuis des décennies au sujet d'Ernst Kaltenbrunner et qui est en quelque sorte la question sous-jacente à toute étude sérieuse du nazisme. Comment un tel homme se forme-t-il? Était-ce un monstre de naissance, une aberration de la nature humaine? Ou était-ce le produit logique et prévisible de forces historiques, sociales et psychologiques qui ont agi sur un individu ordinaire? L'historien Peter R. Black, qui a passé des années dans les archives de 4 pays à étudier la vie de Kaltenbrunner et a publié ses recherches chez Princeton University Press en 1984, rejette ces 2 extrêmes. Kaltenbrunner n'était pas démoniaque au sens surnaturel du terme. Il n'y avait en lui aucune exception monstrueuse qui le plaçait hors de la compréhension humaine. Il n'était pas non plus banal, au sens où l'entend Hannah Arendt, c'est-à-dire quelqu'un qui se contentait d'obéir aux ordres sans réfléchir. C'était un homme doté d'une réelle capacité politique, de véritables compétences organisationnelles, d'une vie intérieure reconnaissable qui comprenait la nostalgie, l'affection pour ses enfants, des loyautés personnelles et une vision du monde cohérente, bien que terriblement erronée. Ce qui le rendait extraordinairement dangereux, ce n'était pas l'absence d'humanité, mais la direction dans laquelle il orientait son humanité. C'était un croyant, pas un tueur à gages. Un homme qui pensait sincèrement que ce qu'il faisait était nécessaire, juste et, en fin de compte, bénéfique pour le peuple allemand qu'il disait aimer. C'est cette conviction, cette foi, qui rend son cas plus inquiétant que celui du fonctionnaire qui obéit aux ordres par lâcheté ou par opportunisme. Car la foi ne s'évanouit pas lorsque les circonstances extérieures changent. Elle ne cède pas face à l'évidence. Elle ne plie pas devant les arguments. Elle s'adapte, se recadre, se réinterprète, mais elle persiste. Ernst Kaltenbrunner a été élevé dans une famille où l'antisémitisme était un axiome, dans un empire où le pangermanisme était le code émotionnel dominant de sa classe sociale, au sein de fraternités universitaires où la violence raciste était un rite de passage. Chaque décision qu'il a prise par la suite, rejoindre le Heimwehr, s'engager dans la SS, gravir les échelons de l'appareil de terreur, signer des ordres de déportation, se rendre dans des chambres à gaz, était la conséquence logique de sa première décision, celle de ne jamais remettre en question les prémices idéologiques avec lesquelles il avait été élevé. Il n'y a pas de fatalisme dans cette histoire. À chaque étape du parcours, il existait de véritables choix. Son frère Werner n'est pas devenu nazi. Son propre père, Hugo, qui avait puisé la même idéologie à la même source, n'a jamais approuvé la violence nazie comme méthode. Des milliers d'Autrichiens de la même classe sociale et du même milieu qu'Ernst Kaltenbrunner ont emprunté des voies différentes. Mais Ernst Kaltenbrunner a choisi cette voie. Et il l'a choisie non pas une seule fois, mais à maintes reprises, à chaque carrefour où il aurait pu changer de direction. Lorsqu'il s'est dirigé vers la potence à 1h36 du matin, le 16 octobre 1946, le visage marqué de cicatrices et le nom de l'Allemagne sur les lèvres, il était exactement ce qu'il avait toujours choisi d'être. Un soldat idéologique du Troisième Reich qui ne regrettait pas son service, mais sa défaite. C'est peut-être là le plus terrifiant dans toute cette histoire. Non pas qu'un tel homme ait existé, mais qu'il ait été possible de le façonner à partir d'ingrédients si ordinaires.